comme vous l'aurez deviné par cette petite intro, c'est une vidéo spéciale Halloween aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adam la Forêt. Et aujourd'hui je vais vous emmener pour un petit voyage dans le passé pour découvrir ou redécouvrir la série de livres pour enfants horrifiques qu'était Les Chairs de Poule, une série qui m'a énormément marqué. Et voilà, on va en parler. Halloween c'est demain au moment où j'upload cette vidéo, et comme vous le savez, par contrat, avant Halloween on est obligé de regarder des vidéos qui ont à voir avec Halloween, je vous le rappelle mais vous le savez. Bah voilà, on y va. La série des Chairs de Poule, c'est une série qui a été inventée par R.L. Stein, dont je me rappelle même plus les initiales, c'est pourquoi, qui était de base un auteur pour enfants, mais qui écrivait plutôt des livres de blagues, mais qui a eu envie de se lancer dans l'horreur. Il s'est d'abord lancé avec la série Rue de la Peur, et voyant le succès, il a eu envie de faire quelque chose de différent avec Les Chairs de Poule. La première publication, c'est en juillet 1992, avec Le Masque hanté, si je ne me trompe pas. En France, il a fallu attendre 95 pour que Bayard publie Les Chairs de Poule. C'est une série qui a eu un run original de 74 livres, oui rien que ça, jusqu'en 97, et qui après en a eu d'autres dans les années 2000 qui s'appelaient Goosebumps 2000, mais en France, il n'y a pas eu de changement de nom, c'est resté Chairs de Poule. Moi quand j'étais petit, ces livres, c'était toute ma vie, j'en ai énormément, je pense que je dois les avoir tous de la série originale et j'en ai d'autres de la série d'après. Je trouve qu'il y avait un espèce de pouvoir d'attirance avec ces livres, tout simplement, déjà, et c'est mon premier point, parce que les couvertures étaient excellentes. Il n'y a pas photo. Si on compare les couvertures de la série américaine et les illustrations de la série française, c'est un monde. Il y a plusieurs illustrateurs qui ont travaillé sur la série française, je veux les honorer, alors je vais dire leur nom, dont Jean-Michel Nicolet, et ben je n'arrive pas à lire parce qu'il fait trop nuit, Henri Galeron et Gérard Failly. Voilà. Il y avait des illustrateurs différents, mais il y avait quand même un esprit commun qui restait, mais je savais même pas qu'il y avait plusieurs illustrateurs. En tout cas, entre la version américaine et la version française, c'était le jour et la nuit. C'était quelque chose d'un peu grotesque, très enfantin, coloré sur les versions américaines. En France, ça faisait peur. Les couvertures, elles faisaient peur, et donc je trouvais qu'elles avaient vraiment quelque chose d'attirant quand on les voyait dans les brocantes. Moi quand j'étais petit, donc c'était longtemps avant la première sortie des livres en 95, donc c'était surtout dans les brocantes, les magasins d'occasion. Je les voyais, ça m'attirait, mais directement. Il y avait vraiment un pouvoir, et elles étaient vraiment terrifiantes. Pour quelques comparatifs qui m'ont marqué, moi je trouve que la couverture du Pantin Maléfique en France était terrifiante, tellement que quand j'étais petit et que je le lisais, la nuit avant de me coucher, je le retournais sur la face pour que ce soit le résumé qui soit en haut, parce que je voulais pas que ce soit la face avec le Pantin Maléfique qui soit en haut, bien sûr, au cas où il puisse s'échapper. Et je trouve que pour une illustration, d'arriver à faire cet effet sur un enfant, ça veut dire que ça fonctionne, et c'est très bien. Et il y en a plein d'autres comme ça, donc je voudrais vraiment remercier les illustrateurs des Chairs de Poule, parce que ça a donné absolument toute l'essence à la série. En soi, les livres, ils étaient pas mal écrits, c'était écrit, bon, c'était la littérature jeunesse, pas, voilà, mais c'était créatif au moins, quand même. Et la vraie force, et la vraie force horrifique, était dans les images, puisque moi, la lecture, ça me faisait pas vraiment peur, mais par contre, les images, les couvertures, elles me restaient, et j'y repensais avant de m'endormir. Chairs de Poule, ça a très bien fonctionné en France, pas autant qu'aux États-Unis. En États-Unis, ça a eu le droit à une adaptation en série, dont j'ai vu certains épisodes, et aussi à énormément de produits dérivés qu'on pouvait acheter pour Halloween, etc., etc. Ce qu'on n'a pas eu en France. En France, on aime un peu moins les produits dérivés à outrance, j'ai l'impression. Moi, ça m'attriste un petit peu, j'aime beaucoup les produits dérivés. Mais c'est une série qui a quand même eu un énorme succès en France, et donc je suppose que pour ceux qui me regardent, vous devez vous en rappeler, au moins d'en avoir lu certains. Je pense que beaucoup de gens de tout âge ont quand même lu Un Chair de Poule quand ils étaient petits, donc je voudrais vous parler de certains qui m'ont marqué, et surtout de certains qui ont un rapport avec Halloween. Tout d'abord, il y a le premier de la série américaine, mais je crois que bizarrement c'est pas le premier qui a été publié en France, et c'est Le Masque hanté. Et il y a aussi le retour du Masque hanté, le 2, que bizarrement je lisais plus, je ne sais pas pourquoi. Qui donc se passe à Halloween, et qui ont un thème qui est très bien, en termes de thème horrifique, puisque c'est l'histoire d'un... L'élément horrifique, c'est un masque, donc c'est dans le premier une jeune fille et un gars dans le deuxième livre, et ce masque fusionne avec la peau, et après on n'arrive plus à le retirer, et on a des comportements un peu bizarres, un peu méchants, parce qu'on prend la personnalité du masque que l'on porte. Donc en soi, au niveau du thème, c'est très intéressant par rapport à d'autres
Chair de poule qui avait des thèmes un petit peu plus légers, comme par exemple Terreur sous l'évier, je ne sais pas si vous vous en rappelez, sur une éponge maléfique que des enfants trouvent sous l'évier en emménageant dans une nouvelle maison. Et oui, une éponge maléfique qui était en fait une espèce de créature millénaire, donc ça variait au niveau des thèmes. Il y avait aussi carrément un guide pour Halloween qui s'appelait Halloween, une fête d'enfer. D'ailleurs, je les ai pas avec moi les chairs de poule parce qu'ils sont chez ma mère en fait, je les ai tous, mais là je les ai pas à Paris. Voilà, parce que ça prend beaucoup de place, j'en ai beaucoup. Mais sinon, je vous les montrerai avec mes mains, parce que vous savez que j'adore montrer avec mes mains. Donc Halloween, une fête d'enfer qui était un guide avec 3 petites histoires mais mini, et aussi un guide pour organiser sa fête d'Halloween avec des recettes, des jeux, et même des invitations à découper. Je me rappelle, dès que c'était Halloween, je le lisais, parce que moi j'ai toujours fêté Halloween, même s'il n'y avait rien à faire, parce que en France personne ne trick-or-treat. Moi, je me déguisais quand même chaque Halloween et j'allais quand même embêter les voisins qui n'avaient généralement aucun bonbon à me donner, mais parce que j'ai toujours été fan. Pour Halloween, il y avait aussi la nuit des disparitions avec au final des aliens à tête de citrouille, donc c'est aussi assez rigolo comme thème, mais le vrai dont je voulais parler aujourd'hui, parce que attention, je vous jure que ça va être passionnant, il s'agit de la fête infernale. Est-ce que certains d'entre vous se rappellent l'avoir lu? Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi R.L. Stein avait des ghostwriters, donc des personnes qui écrivaient pour lui parce qu'il écrivait à une vitesse énorme, je sais plus si c'était en 1 mois ou en 2 mois qu'il écrivait un chair de poule, mais c'était énorme. Et il y avait des rumeurs comme quoi c'était pas lui qui les écrivait. Et il y a certains livres où tu te dis qu'effectivement, peut-être que c'est pas lui, et ça en fait partie. Parce que, dans les chairs de poule, les enfants, les protagonistes, ne meurent pas. Ils sont en danger, ou des fois ils ont des espèces de trucs surnaturels qui leur arrivent, genre ils rétrécissent, se transforment en vers de terre, des choses comme ça, mais toujours très fantastique. Il n'y a pas de vraie mort comme ça, parce que c'est des livres pour enfants, ça reste des livres pour enfants. Sauf dans la fête infernale. Dans la fête infernale, le protagoniste meurt. Et il meurt d'une mort naturelle, c'est ça le pire, parce que en voulant aller faire une prank dans la maison d'un de ses professeurs, il se retrouve pourchassé par ses chiens et court et essaie de sauter un ravin et tombe au fond du ravin et meurt. Techniquement, il se réveille après de l'autre côté, mais en fantôme, ça il ne le sait pas encore, il va se le faire dire par un autre groupe de fantômes après une espèce de fête initiatique qui était absolument dégueu, ils lui font manger des vers, des choses comme ça, un truc vraiment hardcore, hein, vraiment hardcore. Et il est mort. Et en plus, le pire, c'est qu'après, on peut se dire, bah alors sûrement qu'il va y avoir une espèce de quête initiatique pour qu'il revive, et c'est effectivement ce que lui font croire les fantômes en lui disant, il faut que tu sauves 3 personnes dans la nuit, parce qu'en fait, le gars de base était assez imbuvable et faisait des pranks à tout le monde et terrorisait tout le monde. Il faut que tu fasses 3 preuves d'amour, il faut que tu sauves 3 personnes dans la nuit, c'est ce qu'ils lui disent, ce qu'il fait, et à la fin, au moment de retrouver donc son corps, et ben ils lui disent, c'était une blague. C'était une blague, tu es mort, tu ne peux pas retrouver ton corps. Et je trouvais que par rapport aux autres chairs de poule, c'était hyper hardcore comme histoire. Et moi, ça m'avait marqué parce que c'était vraiment très différent des autres. Et c'était celui que je relisais le plus, La Fête Infernale. Est-ce que vous vous en rappelez? Et est-ce que ça vous avait marqué comme fin, comme dénouement? Parce qu'en plus d'avoir la mort réelle d'un enfant, d'un jeune, il y avait en plus une ironie du fait que généralement dans les chairs de poule, il y a toujours un truc à faire pour retrouver quelque chose. Bah, dans le masque en tête, typiquement, il faut donner 3 preuves d'amour pour que le masque réussisse à se décoller, et ça marche. Voilà. Donc en plus, ça référençait un petit peu à ça, parce qu'il fallait sauver 3 personnes. En plus, dans les 3 personnes à sauver, il y avait une des personnes qui était dans une maison actuellement hantée, et ça, c'était une partie qui était très effrayante, parce que c'était la maison elle-même qui était hantée, il n'y avait pas 2 choses dedans. Enfin, si je me rappelle bien, ça fait quelque temps que je l'ai lu. Voilà, j'aimerais bien vous encourager à les relire, parce que même si c'est pas bien écrit, ça ramène des souvenirs, et celui-là en particulier, La Fête Infernale, j'aimerais bien commencer des discussions mais passionnées dessus pour réfléchir à qui a écrit ça, parce que je doute que ce soit R.L. Stein. D'une manière générale, la littérature jeunesse horrifique, c'est vraiment très important, parce que pour les jeunes qui, comme moi, étaient très attirés par cet univers, c'est une façon de s'introduire dans cet univers, parce qu'on est un peu trop jeune pour regarder des films horrifiques, même s'il y a des films pour enfants horrifiques qui sont très bien, dont je pourrais en parler d'ailleurs dans une autre vidéo. Et les livres comme ça, il y avait vraiment un pouvoir d'attraction par les couvertures, et il y avait une espèce, l'objet livre par rapport à un DVD, il y avait quelque chose de beaucoup plus effrayant. T'avais vraiment l'impression que les monstres, que les trucs décrits pouvaient sortir des pages, en fait. Ce qu'il n'y a pas avec un DVD ou un film, un petit peu quand même, parce que quand j'étais petit, je regardais encore sur VHS les films, j'avais Gremlins par exemple, ou E.T. qui m'avait terrifié pour quelques raisons, sur VHS. Et je trouvais que la télé avec le grésillement et la grosse cassette VHS, t'avais un peu l'impression que ça allait sortir de l'écran de la télé, puisqu'en plus la télé qu'on avait était épaisse. Pourtant je suis jeune, hein, mais oui, mais c'était ça quand j'étais petit. Et
Maintenant, je trouve avec un... J'ai pas l'impression qu'un truc va sortir de mon Netflix ou de mon écran de streaming en général. Et le livre avait quelque chose d'assez spécial où l'objet, t'avais l'impression qu'il pouvait être hanté et que l'histoire pouvait effectivement prendre vie, ce qui est d'ailleurs le thème déjà du film Goosebumps avec Jack Black qui jouait R.L. Stein et aussi du générique de la série où il y a toutes les pages qui s'envolent. Je sais pas si vous avez déjà vu ce générique, il est extrêmement drôle. Voilà, et je ne sais pas ce qui se fait maintenant en littérature horrifique jeunesse. S'il y en a qui s'y connaissent et qui peuvent me dire s'il y a des choses bien qui se font, je crois qu'il y a encore. R.L. Stein fait encore des livres peut-être, je ne sais pas. Mais je sais pas trop c'est quoi les gros trucs populaires horrifiques jeunesse. Mais en tout cas, s'il y a des livres qui vous ont marqué quand vous étiez petit et qui vous ont fait peur, dites-le moi. Si vous avez des chairs de poule que vous adorez, dites-le moi. J'aimerais vraiment euh, parler de cette série de livres parce que je sais que ça a quand même beaucoup marché en France et tous les gens à qui j'ai parlé ont déjà lu au moins un chair de poule qui les a marqués. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon Halloween, quoi que vous fassiez, mais ça aussi ça m'intéresse d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la culture, les livres ou quelque chose comme ça, mais dites-moi ce que vous faites pour Halloween en commentaire. Ça m'intéresse vraiment parce que j'adore ça. Dites-moi en quoi vous allez vous déguiser si vous vous déguisez. Si vous n'aimez pas Halloween, dites-le moi aussi. Euh, je suis ouvert, comme ça se voit. Et je vous souhaite donc un très bon Halloween. Et on se retrouve bientôt. J'ai été absent un long moment parce que j'étais en stage. Et bientôt mon stage se finit. Donc je vais être beaucoup plus présent sur YouTube. Portez-vous bien. Joyeux Halloween. Bye.